c'était le tsunami qui frappait la côte et de la Russie. Hier soir, vers 19h30, heure de l'Est, un puissant tremblement de terre de magnitude 8,8 sur l'échelle Richter a frappé la péninsule du Kamtchatka, à l'extrême est russe. Quelques minutes seulement après la secousse, une alerte au tsunami a été déclenchée sur toute la côte orientale du pays. Et à peine 30 minutes plus tard, des vagues atteignant 4 mètres de hauteur ont été enregistrées sur le littoral russe. Rapidement, des alertes au tsunami ont également été émises au Japon, à Hawaï et même sur la côte est des États-Unis. À 2 du matin, heure de l'Est, les vagues atteignaient les côtes hawaïennes et même la Californie, avec des hauteurs de près de 2 mètres. Mais concentrons-nous sur les dégâts subis par la côte russe, car c'est dans cette région que se trouvait l'épicentre du séisme, tout près d'une base stratégique de la marine russe, celle de Roubotsky, située sur la péninsule du Kamtchatka. Avant de voir les dégâts, regardons d'abord quelques images impressionnantes du tsunami. Ce que vous allez voir maintenant est l'une des vidéos les plus choquantes que j'ai jamais vues. Pendant que le séisme avait lieu, une opération chirurgicale était en cours dans un hôpital à Kamatax. Alors que le bâtiment se mettait à trembler, la patiente était déjà sous anesthésie. Le personnel ne pouvait donc ni interrompre l'opération ni la réveiller. Les chirurgiens ont donc tenu fermement la table d'opération pour éviter tout mouvement. Par miracle, l'opération a pu être menée à son terme sans dommage, malgré le tremblement de terre. Mais passons maintenant à ce qui s'est beaucoup moins bien passé pour la Russie. À seulement 110 km de l'épicentre se trouve la base de sous-marins nucléaires russes de Ryachin, surnommée le nid de Frelon. Il s'agit de l'un des plus grands dépôts d'armes nucléaires russes, avec une concentration massive de plateformes de lancement stratégiques. Cette base est un pilier de la flotte du Pacifique russe. Elle abrite plusieurs classes de sous-marins nucléaires, dont les projets 667 Delta III, 995 Borei et d'autres encore. Ces sous-marins ont la capacité de lancer des centaines d'ogives nucléaires. Ils constituent l'un des fondements de la dissuasion stratégique russe. La base navale en question est l'une des plus anciennes de Russie, mise en service en 1904. D'après des sources médiatiques, la flotte du Pacifique a reçu ces dernières années 2 nouveaux sous-marins nucléaires, mais une grande partie des unités datent encore de l'ère soviétique. Le ministère australien de la Défense et l'Institut naval américain indiquent que cette flotte a été longtemps négligée. Beaucoup de navires ont été retirés du service après la guerre froide et certains n'ont jamais été remplacés. Un programme de modernisation est en cours jusqu'en 2027, mais il n'accorde qu'une attention marginale à la flotte du Pacifique. Pourtant, cette flotte reste essentielle pour la stratégie russe, notamment en raison des tensions croissantes avec le Japon et la Chine, 2 pays qui modernisent aussi leur arsenal. Si les sous-marins modernes sont conçus pour résister à la pression sous-marine et aux secousses, les infrastructures terrestres, comme les dépôts de missiles, les quais ou les centres de maintenance nucléaire sont bien plus vulnérables au séisme. Une défaillance des systèmes de commandement et de contrôle aurait des conséquences graves non seulement pour la Russie, mais aussi pour la stabilité nucléaire mondiale. Contrairement aux centrales nucléaires civiles soumises à des protocoles stricts de sécurité, les installations militaires fonctionnent souvent dans un climat de secret opaque. On ne sait donc pas quels protocoles d'urgence ont été activés après le séisme, ni si la Russie est prête à gérer une crise nucléaire en cascade dans une base qui abrite des missiles balistiques capables d'atteindre les États-Unis ou l'Europe. Comme on peut le voir à l'écran, l'infrastructure est directement située sur le littoral, à seulement 3 à 6 mètres au-dessus du niveau de la mer. L'étendue des dégâts causés par le séisme n'est pas encore connue. En revanche, si les vagues du tsunami dépassent les 3 mètres, des dommages importants sont probables. Or, d'après les dernières données, les vagues ont atteint entre 3 et 4 mètres. Le problème, c'est que la censure russe dans cette région est très forte et elle s'est encore intensifiée depuis le séisme. Les autorités veulent éviter que des images ou vidéos de sites sensibles ne soient diffusées et exploitées par l'Ukraine ou d'autres adversaires. La Russie utilise aussi des bots pour manipuler l'opinion sur les plateformes comme YouTube en faisant massivement baisser la visibilité des vidéos critiques envers Poutine. C'est pourquoi, si vous voulez soutenir notre travail, n'hésitez pas à liker et vous abonner, ça nous aide vraiment à contrer la censure algorithmique. Dans les prochains jours, les images satellites devraient nous permettre de mieux évaluer l'ampleur des dégâts, mais pour l'instant, c'est sur les réseaux sociaux russes que l'on guette la moindre image ou témoignage autour de la base navale du Pacifique. Et ce n'est pas qu'une question régionale. Partout en Russie, le régime craint un retournement de la population contre Vladimir Poutine. C'est pourquoi le FSB diffuse désormais des publicités sur la télévision d'État pour dissuader toute révolte. Pendant ce temps, l'administration Trump poursuit la pression sur l'Inde et la Chine, 2 pays qui soutiennent encore l'appareil de guerre russe. Le seul moyen pour Poutine de contourner les sanctions occidentales, c'est que certains pays acceptent encore d'acheter son pétrole et de lui donner de l'argent tout en menant cette guerre insensée contre l'Ukraine.
Mais désormais, les États-Unis ciblent aussi ces pays-là. Voici ce qu'a déclaré Donald Trump à propos de l'Inde. Bien qu'amie, l'Inde applique les droits de douane les plus élevés au monde. Elle impose des barrières commerciales absurdes et continue d'acheter massivement du matériel militaire à la Russie. À partir du 1er août, l'Inde devra donc payer une taxe de 25% en plus d'une pénalité. Cette taxe de 25% ne comprend même pas la menace de 100% de taxe que Trump a faite à la Russie. Un ultimatum a été posé, un cessez-le-feu doit être négocié sous 10 jours. Sinon, tous les pays qui achètent du pétrole russe, Inde, Chine, Brésil, Turquie, feront face à des taxes pouvant atteindre 500%. Un projet de loi, soutenu par 90 sénateurs américains, donne au président le pouvoir de mettre en place ces sanctions. Une telle unanimité au Sénat américain est extrêmement rare, ce qui montre bien la volonté ferme de Washington d'augmenter la pression. Un autre dossier à surveiller, ce sont les négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine. Pour une raison inconnue, Trump accorde à chaque fois à Pékin des délais de 90 jours supplémentaires. Pourtant, la Chine ne se contente pas d'acheter du pétrole à Moscou, elle fournit aussi du matériel militaire. Des drones retrouvés en Ukraine sont entièrement composés de pièces fabriquées en Chine. Autrement dit, la Chine fournit les armes utilisées par la Russie pour tuer des civils ukrainiens. Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bass, qui dirige les négociations avec Pékin, a déclaré ceci. Nous avons mis la Chine en garde. Le Congrès prévoit des sanctions secondaires sur le pétrole russe. Elles pourraient aller de 0 à 500%. La Chine prend très au sérieux sa souveraineté, mais si elle veut continuer, elle devra payer ses taxes. Des pays comme le Canada et plusieurs alliés de l'OTAN se disent prêts à suivre cette ligne dure. Du côté russe, la propagande bat son plein. Les citoyens russes ne craignent pas les sanctions, car ils en ignorent souvent les véritables effets. Pire, beaucoup croient que la Russie est le pays le plus riche du monde. Certains vont jusqu'à dire que Moscou pourrait distribuer de l'argent gratuitement à tous ses citoyens sans conséquence. Écoutons quelques réactions de Russes interrogés à la suite de l'ultimatum américain. Des sanctions, on frappe l'Angleterre et c'est réglé. On a tout ce qu'il nous faut ici. On n'a besoin de rien d'eux. Oui, on est un peu derrière Sony, mais à part ça, tout va bien. Rien ne peut nous menacer. On est plus grand que les États-Unis. On a plus de ressources. Le pétrole, le gaz, leurs sanctions ne servent à rien. On est riches, les plus riches. On devrait même naître retraités.